Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Nous vous présentons aujourd'hui Françoise Lelanne, directrice du réseau Investir en Finistère. Cette association a pour but de développer et de renforcer l'attractivité et la compétitivité du département. Une mission qui nous parle évidemment. Faire entendre la voix des entrepreneurs finistériens auprès des pouvoirs publics, lutter contre l'isolement de la pointe bretonne, c'est le rôle de Françoise au quotidien. Mais aussi promouvoir l'image et la qualité de vie du Finistère afin d'attirer de nouveaux talents et pousser des entreprises à s'installer. Dans cet épisode, nous abordons avec Françoise les défis à relever dans les années à venir, mais aussi les grandes qualités du Finistère. Un épisode un brin chauvin. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Françoise. Bonjour Yann, bonjour Mathilde. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans les locaux d'Investir en Finistère sur le port de Brest. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'association, s'il te plaît ? Oui, donc je suis Françoise Lelanne, je suis directrice d'Investir en Finistère. Investir en Finistère, c'est une association qui a une petite vingtaine d'années et qui rassemble 25 à 30 des principaux acteurs économiques finistériens. C'est une association qui a été créée par 5 membres fondateurs à l'origine, les 2 principales banques mutualistes, Crédit Mutuel Arkea, Crédit Agricole, et les 3 chambres de commerce et d'industrie du Finistère qui existaient en 2001 lorsque l'association a été créée. Est-ce que c'est une initiative 100% finistérienne ou est-ce qu'il existe des associations similaires dans d'autres départements ? Non, c'est vraiment une spécificité finistérienne. On est souvent considéré comme une agence de développement économique et dans les autres départements, ce qui existait, appelé agence de développement économique ou comité d'expansion, étaient souvent des émanations des conseils départementaux. Donc plutôt liés aux collectivités territoriales et au secteur public qu'au secteur privé, comme c'est le cas d'Investir en Finistère. Comment est-ce que tu es arrivée à la direction de l'association en 2009 ? Alors en ayant bifurqué à un moment de ma carrière professionnelle, je suis diplômée d'une école de commerce avec une spécialisation plutôt en marketing, communication. J'ai été responsable marketing, communication, recherche et développement dans une entreprise agroalimentaire pendant 12 ans. Entreprise qui avait fortement grossi, donc mes responsabilités, mes missions avaient aussi évolué en même temps que l'entreprise. Ouais. Et puis je considérais que j'avais fait à peu près le tour de ce job et j'avais envie de passer à autre chose. Et il y avait un élément qui était important pour moi, c'était le territoire auquel j'appartiens, le Finistère. Et j'avais envie d'avoir une mission qui était davantage en lien en fait avec le développement du territoire plus largement et pas simplement d'une entreprise. Et après, c'est des questions d'opportunité. Le poste a été ouvert, la précédente directrice ayant rejoint d'autres horizons et donc j'ai sauté sur l'occasion. Investir en Finistère compte 3 salariés permanentes, dont toi du coup qui es la directrice. Quelles sont tes missions principales au sein de l'association ? Alors on est une petite structure, effectivement, 3 salariés, c'est un effectif réduit. Moi, en tant que directrice, à la fois, j'ai le rôle de management, d'organisation de la structure, avec aussi tous les éléments plus administratifs d'une association. Et puis, avec ma collègue Aurore, qui est responsable projet, on se répartit ensuite les thématiques qu'on travaille au sein de l'association, chacune en fonction à la fois un peu de ses domaines de compétences, de ses affinités, et donc on se répartit les missions. Globalement, il y a 2 missions principales au sein d'Investir en Finistère. Une mission qui est là pour développer les infrastructures qui desservent le territoire. Donc ça, c'est plutôt les sujets en général que je couvre. Et puis un thème qui est plus en lien avec le développement de l'attractivité du Finistère, la promotion économique du territoire, l'accompagnement des porteurs de projets qui souhaitent s'installer en Finistère, et ça c'est davantage Aurore qui s'en charge, sachant qu'après on reste polyvalente, et notre 3e collègue, qui est l'assistante de la structure, m'assiste sur un certain nombre de sujets, et réalise aussi beaucoup de veille, en fait, de veille économique, et puis de mise à jour de nos outils de communication.
Tu disais au départ que l'association, c'était une spécificité finistérienne. Est-ce qu'il y a des spécificités du tissu économique qui justifient justement la création de cette association ? Alors, je ne sais pas si c'est tant lié aux spécificités du tissu économique qu'aux spécificités de notre territoire, hein, plus précisément. Le fait qu'on soit éloigné géographiquement, c'est un élément de difficulté pour les entreprises. Ouais. Et ça fait partie des éléments qui ont vraiment fédéré les entreprises justement à agir collectivement sur un certain nombre de sujets qu'on peut recouvrir. Donc, dans ce qui va être plus spécifique aux entreprises, on peut parler peut-être de l'habitude à fonctionner en réseau, de l'habitude à jouer collectif, hein, plus que de spécificité de secteur d'activité en tant que tel. Sur quel levier est-ce que vous vous appuyez pour le développement économique du département ? Alors, on s'appuie sur les savoir-faire qui sont présents et qu'on a identifiés en Finistère. Donc, on a travaillé historiquement sur un certain nombre de filières, à valoriser ces filières-là, à recenser les entreprises qui en font partie, à faire connaître ces savoir-faire à l'extérieur du Finistère. Donc, on a travaillé sur des secteurs comme la banque assurance, sur des secteurs comme l'aéronautique spatiale défense, mais également les biosciences, donc tout ce qui est biotechnologie, cosmétique, notamment marine, nutrition santé. Plus récemment aussi, bien sûr, en lien avec la démarche French Tech sur l'écosystème numérique qui est présent assez largement aussi sur notre territoire. Ouais. Donc, on essaie d'identifier vraiment les domaines sur lesquels on considère qu'on a des vraies valeurs ajoutées à faire valoir, sachant que, vu de l'extérieur du Finistère, l'économie finistérienne est souvent réduite à l'agroalimentaire, à l'agriculture, à la pêche, un peu au tourisme, mais les autres filières sont souvent méconnues et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire connaître à l'extérieur du Finistère. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus vulnérables que d'autres, ici dans le Finistère particulièrement ? L'agriculture, l'agroalimentaire, on peut dire, peut être relativement vulnérable dans la mesure où on connaît les difficultés que les agriculteurs peuvent traverser. Le contexte énergétique fait aussi que ce sont des secteurs qui peuvent être particulièrement sensibles en fait à ces augmentations de tarifs. L'agroalimentaire est forcément lié à la ressource. Donc si la ressource est moins disponible, moins présente, qu'on a moins aussi par exemple d'agriculteurs qui ont envie de s'installer ou de poursuivre le métier, nécessairement c'est toute une chaîne qui peut être mise en danger, y compris les équipementiers, les emballages, enfin ça reste un secteur très très important sur notre territoire et donc il faut absolument réussir à préserver et à développer. Et à contrario, quels sont les secteurs les plus prometteurs ? Tu parlais tout à l'heure de la défense, air espace. Est-ce que c'est ces secteurs-là ou d'autres ? Ces secteurs-là, oui. Je pense qu'on a un vrai savoir-faire dans le domaine numérique sur le territoire. On vient de voir il y a quelques semaines, quelques mois, l'annonce de l'installation d'Accenture, par exemple, à Brest, avec 500 emplois à la clé. Ça montre qu'en tout cas, un groupe mondial comme celui-là a identifié qu'on avait une ressource et des savoir-faire sur notre territoire bien réels. Mais j'évoquais aussi tout à l'heure le domaine des biosciences. On a des ressources, que ce soit des ressources naturelles ou que ce soit des laboratoires de recherche qui sont excellents sur notre territoire. On sait que la mer va encore être pourvoyeuse de nombreuses découvertes et de nombreux développements et je pense que le Finistère étant quand même le principal département littoral métropolitain, on a de grandes choses encore à développer dans ces secteurs-là. Est-ce que vous collaborez avec les autres départements bretons et français pour attirer les talents dans le Finistère ? Alors pas beaucoup, j'avoue. On n'a pas vraiment... On regarde bien sûr ce qui se fait ailleurs. On fait beaucoup de benchmarks, on s'inspire, parce qu'il y a d'autres territoires bien sûr qui mettent aussi en place des choses intéressantes. Maintenant, on ne peut pas vraiment parler de collaboration. Certainement aussi du fait qu'on soit une des seules structures privées en fait qui existent. Donc je pense qu'il y a plus de collaboration entre des opérateurs issus des collectivités, du secteur public. Ouais. C'est moins notre cas à nous. Et est-ce que vous envisagez de changer ça ? Est-ce que vous avez des pistes pour favoriser la collaboration avec d'autres départements ou... Alors pas forcément encore. En fait, lorsqu'on est intéressé par ce qui se passe sur un territoire, on prend assez naturellement contact pour approfondir le sujet. Donc ça va vraiment être du cas par cas. Un territoire, par exemple, il y a quelques années, dont on s'est beaucoup inspiré ou qu'on est allé voir, en tout cas, c'était la Vendée, parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de points communs avec ce territoire-là.
Et en même temps, on n'avait pas forcément des idées très très précises sur la façon dont les choses fonctionnaient et s'organisaient. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt au cas par cas, nous qui identifions des thèmes d'intérêt et qui pouvons aller contacter les opérateurs qui nous intéressent. C'était quoi les points communs justement avec la Vendée ? Alors je pense qu'en point commun, il y a l'esprit entrepreneurial qu'on a sur nos territoires, une forme d'isolement, alors qui est peut-être plus géographique en Finistère, qu'il est peut-être un peu moins en Vendée. Plus culturel, un peu plus culturel sans doute, ouais, tout à fait. Mais donc on trouvait qu'il y avait quand même beaucoup de points communs sur cet esprit entrepreneurial, sur le fonctionnement en réseau aussi, qui est très très présent également en Vendée, et avec peut-être en différence, pour parler aussi des différences, une proximité plus importante entre le monde politique sans doute et le monde de l'entreprise en Vendée, qu'on peut le percevoir en Finistère souvent. Et puis peut-être aussi l'absence d'enseignement supérieur de façon vraiment très développée en Vendée par rapport au Finistère, où on a quand même beaucoup de formations. Ouais. Et qui incite peut-être davantage encore à l'esprit entrepreneurial, dans le sens où des formations plus courtes, Bac+2, Bac+3, font que finalement il y a beaucoup un modèle d'artisan qui a évolué vers finalement presque un fonctionnement industriel. Et en Finistère, peut-être qu'on a plutôt une typologie aussi à former des bons cadres, mais peut-être un tout petit peu moins d'entrepreneurs artisanaux qui sont appelés à se développer par la suite. D'accord. On l'a dit tout à l'heure, Investir en Finistère compte 26 entreprises adhérentes avec 55 000 emplois et 19 milliards de chiffre d'affaires consolidés. Quels arguments vous apportez pour accueillir de nouveaux adhérents ? Alors, ce qui est le point commun, je dirais, entre nos adhérents, c'est l'intérêt et l'attachement qu'ils ont au territoire et à son développement. On ne rend pas un service direct à nos membres, donc on ne vient pas chez Investir en Finistère parce qu'on espère derrière développer son chiffre d'affaires, par exemple, nouer des contacts commerciaux. On y vient parce qu'on veut que le territoire finistérien puisse continuer à se développer, puisse économiquement rester dynamique, avoir les moyens justement de ces développements-là. Et donc, ce qui rassemble nos membres, c'est vraiment l'envie de contribuer à faire entendre les besoins et la voix des entreprises de façon apolitique, asyndicale. Je pense que c'est vraiment une spécificité de notre territoire, de venir en complément des acteurs qui œuvrent par ailleurs au développement économique, en particulier public. Je dirais que peut-être notre force et ce qui fait que les entreprises ont envie de nous rejoindre, c'est vraiment cette défense de l'intérêt général économique de notre territoire et cette envie de contribuer justement à cet effort-là. Donc on vient chez Investir en Finistère parce qu'on a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, à cet édifice-là. Et donc notre vocation, ça n'est pas forcément d'être un réseau très très important en nombre, mais c'est effectivement d'être un réseau impactant dans le champ économique pour le Finistère, du fait du nombre d'emplois qui sont représentés et du fait que finalement à peu près tous les secteurs d'activité aussi importants qu'on peut trouver en Finistère sont présents au sein d'Investir en Finistère. Et comment ça se passe justement ? Est-ce que c'est vous qui allez courtiser telle ou telle entreprise pour intégrer le réseau, l'association ? Ou alors est-ce que c'est les entreprises qui vous contactent, qui frappent à la porte pour demander si elles ont une place dans l'association ? Alors ça peut être un peu des deux. Maintenant, on compte beaucoup sur aussi nos adhérents déjà existants en fait pour coopter de nouveaux membres. Ouais. Ils connaissent la philosophie de l'association, donc c'est les mieux à même aussi de porter le message et d'expliquer à leurs pairs ce qu'on fait au sein d'Investir en Finistère. Donc on est vraiment plutôt sur cet objectif-là, que ce soit nos adhérents qui soient missionnés en fait pour recruter de nouveaux membres et convaincre leur connaissance, les autres dirigeants d'entreprise, qu'il y a un intérêt collectif à ce que la structure puisse mener ses missions. Quel poids vous avez auprès des pouvoirs publics ? Est-ce que vous avez des interlocuteurs avec lesquels échanger ? Alors oui, bien sûr, aux différentes strates qui peuvent intervenir. Donc ça peut être les parlementaires, ça peut être les élus à tout échelon des différents territoires, les représentations de l'État. Pour donner un exemple qui est assez fortement d'actualité actuellement, en 2008-2009, nos membres étaient inquiets des risques qui concernaient l'approvisionnement électrique de la Pointe-Bretagne et souhaitaient qu'on intervienne sur ce domaine-là. Donc on s'est collectivement fixé un objectif qui était que la Bretagne puisse produire 30% de l'électricité qu'elle consommait à échéance 2025. Et on a fait travailler des cabinets spécialisés sur ce sujet
pour leur demander en fait dans quelle perspective on se retrouverait en 2030, considérant qu'il y aurait aussi du développement d'énergies renouvelables, que les demandes en électricité auraient peut-être aussi évolué. Donc on a dressé cette projection-là et on a regardé ce qu'il manquerait en termes de capacité de production pour pouvoir répondre à l'objectif des 30%. Et on est arrivé à la préconisation qu'il fallait un outil de capacité en fait, à installer sur le Finistère, et en l'occurrence une centrale à cycle combiné gaz. Donc là on était en 2009, c'était le moment des élections régionales. On a fait comme on fait habituellement, c'est-à-dire qu'on a convié les principales têtes de liste à venir rencontrer nos adhérents et écouter les sujets qu'on souhaitait mettre sur le devant de la scène. Et notamment, à cette occasion-là, Jean-Yves Le Drian nous a dit « Oui, effectivement, vous avez probablement raison, c'est probablement ça qu'il faut faire », ce qui n'était pas un projet envisagé à ce moment-là, en fait, par la région Bretagne. Et cette préconisation a été suivie puisque dès 2010, il y a eu le pacte électrique breton qui a repris nos propositions. 2011, un appel d'offres pour installer une centrale à cycle combiné gaz en Finistère, centrale qui a été inaugurée il y a quelques mois et qui aujourd'hui est un outil, je dirais, intéressant pour garantir justement l'approvisionnement électrique actuel de la Bretagne. Là, du coup, vous touchez à beaucoup de sujets politiques, c'est ce que tu disais à l'instant. Est-ce que les politiques écoutent suffisamment le monde économique ? Alors, je pense que ça dépend des thématiques. Ça dépend aussi parfois des sujets entre guillemets, de mode ou pas. On sait qu'il y a des sujets qui politiquement vont être plus porteurs que d'autres qui vont l'être moins. Et des périodes d'élection ou non ? Des périodes d'élection aussi ou non, tout à fait. On est sur des calendriers, en ce qui concerne l'investissement au Finistère, qui souvent sont des calendriers de long terme. Pour revenir par exemple à un sujet qui nous est cher, le ferroviaire, on sait qu'entre le moment où une décision va être prise de travaux, par exemple complémentaires sur une ligne, et le moment où elle sera mise en œuvre, il va se passer 20 ans. Donc autant dire qu'il faut pouvoir porter ces sujets-là sur le long terme, et les calendriers politiques étant ce qu'ils sont, c'est difficile parfois d'avoir cette vision-là, ou cette capacité en tout cas à agir ou à tenir des sujets sur ces échéances-là. Donc c'est aussi notre rôle et c'est aussi ce que nos adhérents attendent de nous, c'est cette capacité justement à poursuivre sur des sujets qui sont très structurants pour notre territoire, mais qui demandent parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et donc il faut vraiment pouvoir tenir dans la durée. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment le Finistère a rebondi depuis la crise du Covid et si ton association a joué un rôle ou non pour les entreprises ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de rebond, parce que je pense que le Finistère a été moins impacté certainement que d'autres territoires par le Covid. Les entreprises se sont quand même globalement plutôt bien développées. L'agroalimentaire, comme on le voit souvent pendant les crises, a quand même aussi été un sacré amortisseur, a répondu présent. Et globalement, si je regarde au niveau en tout cas de mes entreprises membres, qui étaient souvent déjà des entreprises dynamiques en bonne croissance, elles ont poursuivi sur leur lancée. La période là énergétique est peut-être plus compliquée à assurer, mais le Covid en tant que tel n'a pas été extrêmement impactant pour en tout cas la plupart des entreprises. Il y a bien sûr quelques exceptions. On peut parler des Brittany Ferries qui peuvent être des exceptions qui peuvent peser lourd sur notre territoire. Mais globalement, les entreprises ont plutôt bien fait face à cette période Covid. Et comment tu expliques ça, justement, que les entreprises aient plutôt bien supporté la période ? Est-ce que c'est par rapport aux secteurs d'activité qui sont représentés sur le territoire, ou alors est-ce que c'est lié au fonctionnement économique du territoire où on travaille beaucoup ensemble en réseau et donc du coup ça permet de soutenir l'économie aussi à ce moment-là ? Je pense qu'il y a tous ces éléments-là et il y a quand même un dynamisme particulier aux entreprises finistériennes. On a mis en place, nous, maintenant il y a une dizaine d'années, un observatoire des centres de décision stratégiques finistériens. Donc l'objet, c'était d'identifier quelles étaient les entreprises stratégiques finistériennes et qui détenaient les capitaux de ces entreprises-là. Et le constat qu'on fait, c'est que les entreprises, notamment à capitaux finistériens, sont extrêmement dynamiques, se développent et créent de l'emploi 2 à 3 fois plus vite que les groupes, par exemple, nationaux. D'accord. Donc il y a une vraie dynamique de groupes finistériens réels, parce que l'éloignement géographique fait que souvent, il faut être différenciant en fait sur le marché. Donc il faut être plus innovant, il faut être plus malin commercialement,
Donc ça développe vraiment, je pense, des capacités et une résilience. En fait, on a beaucoup utilisé le terme de résilience pendant le Covid, mais voilà, une résilience réelle. Et puis je le disais, les secteurs d'activité aussi, je pense, qui voilà, étaient certainement moins impactés que d'autres ou sur d'autres territoires. Ouais. Selon toi, quels sont les défis à venir pour le Finistère ? Alors les défis, je pense qu'ils sont de continuer à bénéficier des infrastructures nécessaires en fait au développement des entreprises, qu'on puisse venir repartir du Finistère facilement, qu'on puisse envoyer aussi des marchandises ou recevoir des matières premières aisément. Donc ça reste un peu, je dirais, des éléments qui sont toujours présents et toujours importants à garantir à notre territoire. Ça peut être sur l'emploi, mais comme dans beaucoup d'autres territoires, puisque nombre d'entreprises ont des difficultés à recruter. Donc cette capacité à attirer sur le territoire pour bénéficier des ressources humaines nécessaires, cette capacité aussi à former certainement, ça ce sont des enjeux majeurs. On parle beaucoup de logement aussi, donc effectivement il suffit pas d'attirer, mais il faut aussi avoir des conditions d'accueil en fait pour les personnes qui arrivent ou qui démarrent leur vie professionnelle en Finistère. Donc tout ça, c'est des éléments voilà, qu'il va falloir pouvoir garantir pour les mois et années à venir. Depuis 2019, l'association est engagée dans le projet européen Access to Sea, qui réunit 5 territoires européens. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ce projet, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc Access to Sea, l'objet, c'est vraiment de favoriser le développement de l'aquaculture en Europe. Le constat, c'est qu'on consomme beaucoup de poissons. On consomme du poisson issu de la pêche, mais de plus en plus aussi du poisson issu de l'aquaculture. Or, dans nombre de territoires européens, en fait, finalement, l'aquaculture a du mal à se développer. Et donc, l'objet pour nous, c'était de considérer que justement, le Finistère avait des cartes à jouer dans ces domaines-là. Tu disais que l'aquaculture avait du mal à se développer pour des raisons techniques, idéologiques ou... Ça peut être tout un ensemble. En fait, globalement, on se rend compte qu'il y a 3 éléments qui peuvent rendre les choses difficiles. Il y a la planification spatiale, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut développer ces activités-là, où sont les espaces, comment on s'assure que ces espaces peuvent être disponibles pour des projets. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ça peut être le modèle économique, parce qu'il y a aussi l'aquaculture est en mouvement, en développement. Il y a beaucoup de nouveaux process qui sont imaginés, de nouvelles cultures aussi qui sont imaginées, mais les modèles économiques sont pas encore forcément bien stables. Donc il faut vraiment pouvoir travailler à ces sujets-là. Et le troisième élément, c'est l'acceptabilité sociétale, qu'on constate dans beaucoup de projets aujourd'hui globalement, mais qui est aussi très présente sur ces projets aquacoles, avec des riverains qui n'ont pas envie d'exploitation aquacole qui s'installe à côté de chez eux, ou qui soient présents en mer. La multiplicité des usages aussi autour de la mer, entre les usages touristiques, la pêche, les énergies marines... Donc en fait, ce sont des projets qui souvent sont quand même très très compliqués et longs à mettre en place. C'est ça qui fait que les développements aujourd'hui sont quand même assez difficiles à observer. Ouais. Et du coup, quels sont les 5 territoires européens qui sont concernés par le projet ? Alors donc il y a le Portugal, l'Algarve en Portugal, il y a l'Espagne, l'Irlande, et puis Pays de Galles et donc le Finistère. Et comment est-ce que l'association Investir en Finistère s'inclut dans ce projet ? Quel est votre rôle ? Quels sont vos apports ? Alors nous, on a surtout travaillé au sujet justement de planification spatiale. On avait, et même avant ce projet-là, identifié que les porteurs de projets avaient beaucoup de difficultés à trouver des zones disponibles, des sites existants, notamment équipés de pompage eau de mer. Et en creusant ce sujet, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cartographie existante. C'est-à-dire personne n'était en capacité de dire de façon précise quels étaient les sites finistériens qui étaient équipés d'eau de mer, quelles étaient les caractéristiques de ces sites-là, le type d'activité qu'ils pouvaient accueillir. Donc on a commencé par faire ce travail de cartographie, à la fois sur les espaces présents à terre, mais aussi les zones aquacoles en mer, ce qui a donné lieu à un atlas extrêmement détaillé en fait sur l'ensemble de ces sites-là. On a regardé s'il y avait des espaces disponibles sur ces sites existants, il y en avait relativement peu. On a fait le travail en complément des sites potentiels, c'est-à-dire de se dire si on ne regarde que les sites existants, on aura assez peu de développement possible. Donc regardons aussi les sites potentiels. Donc on a cartographié aussi tous les sites qui nous paraissaient pouvoir correspondre en fait au cahier des charges d'activité aquacole. On a fait tout un travail auprès des services d'urbanisme pour faire en sorte
alors que tous les documents d'urbanisme étaient en cours de révision globalement, que ces sites-là puissent être préservés en fait pour le développement de ces activités-là. Et cette méthodologie-là, on a essayé justement de la transférer aussi aux autres pays, d'expliquer comment on avait fonctionné. Et surtout, on a, je dirais, poussé la démarche plus loin, c'est-à-dire qu'on a essayé d'identifier d'un côté tous les types d'aquaculture qu'on pouvait recenser aujourd'hui, tous les besoins qu'ils pouvaient avoir en termes justement de sites, d'équipements, etc. Et puis, toutes les contraintes ou conditions aussi réglementaires qui étaient à respecter pour pouvoir développer ces activités-là. Et donc de croiser l'ensemble un peu des critères pour que ce soit un guide pratique, on va dire, d'installation aquacole, à la fois à destination des porteurs de projets, mais aussi à destination des collectivités, des communes, des communautés de communes qui peuvent accompagner des porteurs de projets ou accueillir des porteurs de projets et qui puissent aussi bien comprendre en fait ce que leur site ou leur territoire peut apporter à ces porteurs de projets. Et donc toute cette méthodologie-là, en fait, c'est ce qu'on a mis, je dirais, en commun avec nos partenaires européens. Il y a encore peu de femmes, malheureusement, qui occupent des postes de dirigeantes dans les entreprises bretonnes. À quoi cela est dû, d'après toi ? Alors je confirme, nous on est donc la représentation des principales entreprises finistériennes. On compte les dirigeantes de ces entreprises sur les doigts d'une main. Sur une 60aine de contacts qu'on a, nous, comme vraiment représentants des structures au sein d'Investir en Finistère, on doit avoir aujourd'hui 5 femmes, je pense. Donc c'est peu, effectivement, oui, en nombre, mais c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est sur des entreprises de taille importante comme ce qu'on peut avoir au sein d'Investir en Finistère. Moi, je pense que les explications, elles sont multiples et elles sont assez connues. En sein de nos membres fondateurs, le Crédit Mutuel Arkea, je pense à une démarche très intéressante et très volontariste, justement pour faire en sorte que les plafonds de verre ou que les habitudes disparaissent et puis favoriser aussi l'émergence de femmes dirigeantes. Et on en a aussi en Finistère de remarquables, je pense à Emmanuelle Cadiou, bien sûr, mais pas que. Tu réalises des actions de marketing territoriales au sein d'Investir en Finistère, on l'a un petit peu balayé, notamment pour soutenir le développement des entreprises dans le département. Quels sont vos arguments pour attirer les entrepreneurs sur ce territoire, enfin les entrepreneurs ou les groupes déjà existants, et quels profils sont les plus attirés par le territoire finistérien ? Alors en fait, les arguments qu'on développe, soit ils peuvent être bien sûr très directement liés au secteur d'activité dans lequel ils vont opérer, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant l'ensemble des partenaires, clients, fournisseurs, laboratoires, ressources humaines, ressources naturelles aussi qui pourront trouver à disposition sur notre territoire. Donc on n'a pas forcément, je dirais, un discours tout tracé dès le départ. On s'adapte aussi bien sûr au secteur ou au contact qu'on peut avoir. Après, ce qu'on va beaucoup mettre en avant, c'est la fiabilité des hommes. Des hommes et des femmes, donc vraiment les ressources humaines. On va aussi beaucoup mettre en avant le bien-vivre qu'on a sur notre territoire. Quelque chose qui revient beaucoup effectivement dans les différentes interviews qu'on a pu réaliser dans le cadre de Plein Phare. Ouais. Donc voilà, ça fait partie d'éléments, je dirais, qui sont importants. Les entreprises les plus intéressées par notre territoire, ça peut être assez éclectique. Il faut quand même avoir en tête que le développement d'un territoire, il est avant tout endogène, il est avant tout lié aux entreprises qui sont déjà présentes. Les entreprises qui vraiment viennent s'installer, je dirais un peu ex nihilo, elles sont extrêmement rares. Souvent d'ailleurs, elles ont déjà elles-mêmes préfléché le territoire, justement pour des raisons bien précises. On a vu, et c'était clair que dans le cas d'Accenture, c'était justement les écoles d'ingénieurs qui pouvaient exister en Finistère et globalement les formations proposées et le vivier, je dirais, de personnes issues ou en proximité avec le monde du numérique qui intéressait. Maintenant, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elles ne viennent pas, comme on peut le voir parfois, ou comme on l'a vu en tout cas précédemment sur certains territoires, pour des raisons purement économiques, j'entends par là, de bâtiments qui seraient mis à disposition, comme la Vendée a pu le faire, de subventions particulièrement intéressantes. Voilà, on n'est pas un territoire particulièrement bon marché, il faut dire les choses, contrairement à l'idée qu'on peut avoir parfois.
Les bureaux sont plutôt à des tarifs élevés par rapport à d'autres territoires, par exemple. Donc les locaux d'activité vont pas attirer en tant que tels. Il n'y a pas de prime particulière, etc. Donc c'est vraiment un choix de territoire lié soit à des éléments très objectifs liés à l'activité de l'entreprise, soit après à des éléments beaucoup plus subjectifs, de liens préexistants avec le territoire et d'envie d'y revenir ou d'y faire en tout cas quelque chose ou de s'y installer. Là, on en parlait en off avant de lancer l'enregistrement. Il y a des nouveaux moyens d'échange qui se sont développés avec le Covid, notamment la visio, qui est beaucoup plus présente. Est-ce que l'enclavement du Finistère et les problématiques de transport sont toujours aussi prégnants et un frein pour les entreprises ou les groupes pour s'y installer ? Je pense notamment à la fermeture possible puis reprise de la ligne vers Paris-Orly et les problématiques de transport avec la SNCF notamment. C'est un élément qui reste important, tout à fait, que ce soit pour les entreprises qui sont déjà présentes ici et qui vivent ces difficultés-là quand même au quotidien. Ça peut être aussi pour faire venir de nouvelles ressources de la même façon. Je pense qu'on a tous autour de nous des exemples de recrutements qui n'ont pas abouti parce que justement les personnes, une fois qu'elles regardaient comment elles pourraient rejoindre à nouveau leur famille ou voir leurs amis ou autres, se disaient finalement ça va quand même être très très compliqué. Donc le choix d'entreprise aussi parfois du territoire, de déployer des postes au-delà du Finistère, sur Rennes, sur Nantes davantage par exemple. Maintenant, je pense que la qualité de vie en même temps est quand même rentrée aussi en compte beaucoup plus que précédemment. Donc il y a aussi des vrais choix de territoire pour le territoire lui-même et où ces enjeux-là peuvent devenir mineurs. Mais plus au niveau, je dirais, des individus, je pense que des entreprises elles-mêmes, pour qui ça reste vraiment quand même des éléments importants, quoi. Et il y a une écoute des pouvoirs publics sur ces problématiques de transport ? Oui, des avancées ? Oui, il y a une écoute des pouvoirs publics. Alors, je dirais qu'il y en a eu peut-être davantage sur l'aérien que sur le ferroviaire, où on voit bien que notamment les sommes à mobiliser sont tellement importantes que ça freine quand même beaucoup de motivation. Faut dire ce qui est. Tout le monde doit mettre la main à la poche dans ce genre de projet-là, et donc ça peut être plus ou moins compliqué, notamment pour certaines collectivités, d'imaginer pouvoir dégager des millions, voire parfois des milliards sur ces projets-là. Donc Brest à 2h30 de Paris, c'est pas pour demain. Malheureusement, même Brest à 3h de Paris, je pense que c'est pas pour demain. J'ai été trop optimiste. Si tu avais une baguette magique pour transformer une chose dans le fonctionnement économique du Finistère, quel serait ton choix ? Question difficile. T'as sûrement plein d'idées. Oui, je dirais sans doute effectivement qu'il y ait peut-être plus de ponts encore entre les sphères publiques et les sphères privées, que les échanges soient plus fluides et que les calendriers soient plus alignés, ce qui est pas toujours le cas. Après, je pense que notre position géographique, par exemple, je voudrais pas raccourcir le nez de la Bretagne, par exemple, parce que je pense que notre position géographique est à la fois un handicap, certain, mais aussi une chance, c'est que ça va de pair avec la dynamique particulière que j'évoquais au sein des entreprises finistériennes notamment, et vraiment la volonté qui est très très présente chez beaucoup de dirigeants d'entreprise, de jouer un rôle vraiment pour le territoire aussi, quoi, au-delà de leur simple entreprise. C'est ce qui fait son charme. Tout à fait. À faire un peu de prospective, comment est-ce que tu vois le Finistère dans 10 ans ? Donc pas à 3 heures de Paris, ça on l'a bien compris, mais à part ça. Moi je le vois avec plein de nouveaux secteurs d'activité en fait émergents, ayant évolué aussi dans l'ensemble des transitions, donc avec des entreprises très concernées aussi par l'environnement, qui ont revu leur modèle économique pour justement être plus en phase avec les enjeux, avec plein de nouvelles idées qui nous seront venues, à la fois des savoir-faire qu'on s'est développés en Finistère, mais aussi des ressources naturelles dont le territoire et notamment la mer regorge autour de nous. Donc en tout cas très, très optimiste pour la suite. Je vois ça. Depuis 2021, Investir en Finistère a pris en charge l'animation de l'association Dirigeants responsables de l'Ouest Finistère. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de cette association et de tes missions ? Oui, alors c'est une association qui précédemment s'appelait le Club Développement Durable du Finistère, qui avait été créé en 2004-2005, donc qui est un réseau déjà ancien et qui montrait que ça fait quand même largement plus de 15 ans que les entreprises s'intéressent au sujet
liés au développement durable. On va dire aujourd'hui plutôt RSE, mais développement durable à l'époque. Et puis ce réseau avait commencé à s'essouffler un peu en fait lorsque sa directrice précédente a pris sa retraite tout simplement et cherchait un nouveau souffle. Depuis à peu près 10 ans, autour de Nantes, s'était créé un réseau donc, qui s'appelait Dirigeants responsables de l'Ouest Nantes-Atlantique autour de ces thématiques de RSE. Avait aussi émané de ce premier réseau-là 2 autres associations, une autour d'Angers, une autour de Rennes. On avait des entreprises membres en fait de l'association rennaise, présente en Finistère, qui souhaitaient aussi plutôt recréer un club finistérien autour de ces sujets. La proximité étant aussi importante, je dirais, pour pouvoir agir et en tout cas être suffisamment réactif sur les réunions, sur ces partages entre entreprises. Et donc l'idée est venue de dire que plutôt que de recréer un nouveau réseau, il fallait peut-être repartir du réseau précédemment existant du Club Développement Durable du Finistère et puis profiter en fait de ce collectif Grand Ouest pour renouveler les thématiques et puis l'intérêt autour du réseau. Et donc effectivement, en 2019, le réseau s'est rebaptisé Dirigeants responsables de l'Ouest. L'animation a été confiée à la Chambre de commerce précédemment. La personne qui s'en occupait étant partie, les membres ont recherché comment poursuivre l'animation du réseau et assez naturellement, en fait, on sollicitait Investir en Finistère pour qu'Investir en Finistère puisse reprendre cette animation-là. Tu nous parlais des réseaux à l'instant. Est-ce que, à la pointe du Finistère, on peut réussir, économiquement j'entends, sans faire partie d'un réseau ou sans avoir un gros réseau ? Sans doute, mais c'est plus facile. Mais c'est sûrement aussi plus facile de faire partie d'un réseau. Et je crois qu'on a quand même cette spécificité-là d'avoir effectivement beaucoup de réseaux, de beaucoup fonctionner en réseau. On a même des réseaux de réseaux, puisqu'on a des interclubs qui existent et qui sont aussi à l'origine d'événements justement économiques sur le territoire. Donc oui, c'est certainement plus simple de pouvoir échanger au sein d'un réseau et de pouvoir développer son activité lorsqu'on est présent dans des réseaux. Bon, l'avantage, tu disais, c'est qu'il y a une multitude de réseaux, donc chacun peut trouver le sien assez facilement. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à des entrepreneurs qui souhaitent se développer dans le Finistère ? Alors déjà, d'intégrer des réseaux. On y revient toujours. Pour poursuivre ce que je disais, d'être persévérant, d'être innovant. Je pense que c'est quand même les maîtres mots. On a un territoire qui a ses richesses, qui a aussi ses difficultés. Donc je pense qu'il faut ne pas nier les difficultés, en être bien conscient et puis savoir aussi s'appuyer sur toutes les richesses, que ce soit les hommes et les femmes qu'on évoquait tout à l'heure, qui je pense reste quand même vraiment un fondement qui est bien identifié, bien reconnu. L'engagement des salariés, c'est quand même un point extrêmement fort, donc je pense qu'il faut en tout cas pouvoir s'appuyer là-dessus, donc avoir l'esprit au jeu collectif globalement. On va arriver à la fin de cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir éclairé et donné ta vision de l'économie finistérienne. Avant de se quitter, on voulait te poser 3 petites questions, les 3 questions qui concluent habituellement nos entretiens. Et la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Camaret-sur-Mer, la plage de Pénatte. Et pourquoi cet endroit ? Parce que c'est mon enfance globalement. Et que c'est très beau. Ça c'est vrai. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? Être bretonne, moi je dirais que c'est de l'ouverture, de la curiosité aux autres, beaucoup. Toi qui représentes le monde économique finistérien ou une partie du monde économique finistérien, la question elle va peut-être te mettre un petit peu en porte-à-faux, mais quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne ? Tu peux être un petit peu plus éloigné du Finistère si tu le souhaites. Ou en citer plusieurs. L'entreprise qui t'inspire. Cela dit, ça peut aussi être une association. Très difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'en croise tellement tous les jours en fait que je trouve intéressante, passionnante. Encore ce matin, j'étais avec les entreprises qui vont pitcher lors de l'interview des réseaux justement le 26 janvier et qui sont toutes les 6 dans des secteurs très différents auxquels je vois un grand avenir en fait. Donc ça me serait vraiment très très compliqué d'en choisir une. Merci beaucoup Françoise d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour ceux qui auraient encore
envie de poursuivre l'entretien, est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur certains réseaux sociaux ? Oui, alors je suis surtout présente sur LinkedIn. Ça marche, on remettra le lien dans les notes du podcast. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse du site de l'association Investir en Finistère, pour ceux qui voudraient un petit peu plus de renseignements ? Oui, alors 2 adresses que je vais donner. Il y a investirenfinistère.fr, qui est notre site plutôt institutionnel. Ok. Et il y a Mon projet en Finistère, qui est plutôt le site en fait sur lequel justement on donne tout un certain nombre d'infos pour les individus ou les entreprises qui veulent rejoindre le Finistère. Super, et on remettra les liens aussi dans les notes du podcast, comme d'habitude. Merci beaucoup Françoise. Merci à vous. Merci. Merci à Françoise Lelanne de nous avoir présenté Investir en Finistère et son rôle auprès des pouvoirs publics pour l'économie bretonne. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Françoise, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!